intense, très riche professionnellement, parce que ça nous a permis de nous rendre compte d'un certain nombre de limites, de faire aussi des avancées, d'avancer très rapidement sur un certain nombre de sujets, notamment sur l'utilisation du dossier patient dans le cadre de la production d'indicateurs en temps réel. Donc non, je dirais vraiment un vécu très intense sur la capacité de réorganisation, avec cependant beaucoup d'incertitudes et une période plutôt épuisante alors à tout point de vue, que ce soit pour les cliniciens ou pour les administratifs qui se sont aussi jetés, qui n'ont pas compté leurs heures. Les enjeux et le défi, ça a été déjà d'instaurer une bonne communication et une communication efficace. Et ça, même si les choses se sont faites de manière assez spontanée, je pense que sur un grand nombre de territoires, on retrouvera tout un tas de comités qui se sont mis en place, de réunions, d'espaces d'échange. Mais je dirais que la communication a été plus ou moins efficace. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de communication aussi sur les réseaux sociaux, dans les médias. Mais cette communication était, parfois ne donnait pas forcément de bonnes indications. En fait, je pense que ma perception autour de la communication dans le cadre de la crise Covid, c'est qu'on ne s'est pas rendu compte déjà des bons outils qui avaient été mis en place. Parce que si on prend ne serait-ce que la communication du gouvernement ou les sites qui ont été le site dédié, la ligne Covid, etc., il y avait déjà une très bonne communication d'information à ce niveau-là. Et ensuite, entre les acteurs, communiquer les informations, ça s'est fait avec plus ou moins d'efficience selon les acteurs concernés, mais ça n'a pas forcément été évident à mettre en place. Après, il y a eu quand même de belles initiatives, notamment des outils de partage. Ça a vraiment démultiplié les outils de partage, justement pour échanger un maximum d'informations en temps réel. Mais ça rejoindra peut-être la suite de nos échanges, avec un vrai problème pour qualifier les données, en revanche, qu'on échangeait. Parce qu'il y a vraiment pour moi deux enjeux. Un enjeu qui est celui de la communication et de son efficacité, que tous les acteurs arrivent bien à communiquer ensemble, et qui est un vrai défi. Et ça n'a pas tout le temps été évident. Et un deuxième enjeu qui est communiquer. Oui, mais sur quoi ? Sur quelles données ? Sur quelles normes sur quelles infos on communique ? Et ça, c'était un des gros enjeux également. C'était de qualifier cette donnée et de qualifier ces informations sur lesquelles on va communiquer. Et là, je pense que c'est la volonté de temps réel, la volonté de réactivité et de temps réel demandée tant pour nos acteurs, par tous les acteurs, a peut-être nui à une bonne qualité des messages diffusés. C'est en tout cas mon ressenti, c'est que tout le monde voulait toujours du temps réel. On disait, on veut des données tout le temps, tout de suite. Mais résultat, tout le monde a donné des chiffres, tout le monde a communiqué sur un certain nombre de choses avec un certain nombre d'imprécisions. Alors que si on avait attendu 24 heures avant de communiquer, les choses auraient été peut-être un petit peu plus consolidées et plus justes. Il y a vraiment eu deux temps pendant la crise Covid. Le premier temps, ça a été le temps de l'urgence, où il fallait compter. Et on est arrivé avec un vrai besoin de compter en temps réel. Alors, on peut débattre de l'utilité du temps réel pendant longtemps. Je pense qu'on est allé vers trop de temps réel. Je pense qu'on a voulu produire du temps réel, mais on a, à tous les niveaux d'ailleurs, on a peut-être produit un petit peu trop vite. Je me dis quel sérieux, par exemple, que de rajouter 5000 morts ou 500 morts dans les EHPAD en plein milieu parce qu'on a oublié de les compter. Et quelque part, si on avait communiqué peut-être une fois par semaine, en tout cas, on aurait plus pu se poser la question de ce qu'on communiquait comme chiffre. Donc, le premier enjeu dans cette crise, c'était au départ de compter vite pour mettre en place nos indicateurs et voir la vague arriver. C'est là où le DPI a joué tout son rôle. Et c'est là où, en tout cas, alors ça c'est un peu le retour local d'expérience qu'on a, c'est là aussi on est revenu aux vieux démons.
C'est-à-dire qu'on a des systèmes, on a un DPI, on a une production d'informations. Aujourd'hui, on a 10 ans de recul sur notre DPI. Donc, il est relativement mature. Il a des défauts comme des qualités. C'est une évidence. Donc, nous, très tôt, on a développé un système de traçage, enfin, pas de traçage, mais d'identification des patients Covid dans notre SI pour qu'on puisse, en temps réel, faire du suivi de statut Covid. Donc, en gros, patient positif, patient négatif, patient en attente de résultats, patient en attente de prélèvement, cliniquement positif, etc. Donc, on a vraiment développé un onglet à part dans notre DPI pour pouvoir se fier à notre DPI pour suivre notre épidémie en interne. Mais on a eu beaucoup de mal à imposer ça à d'autres acteurs, enfin à d'autres acteurs de l'établissement, qui ont préféré, au début de la crise, se fier à la personne humaine, donc à envoyer des cadres dans les services pour faire du comptage sur des tableaux Excel, parce que ça donnait une impression de mieux contrôler l'information, plutôt que de prendre celle du DPI qui devait être un petit peu... Enfin, on avait peur de cette information du DPI. Et en tout cas, c'est un retour, moi, qui m'a beaucoup... Enfin, ça m'a un petit peu marqué parce que c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on veut enrichir le DPI, qu'on veut vraiment essayer d'améliorer le contenu du DPI et l'information qu'il contient, avec justement l'un des gros avantages du DPI, c'est qu'on peut arriver à avoir des informations relativement vite et de qualité. Et là, dans cette crise, en tout cas en local et sur notre établissement, on a vraiment eu du mal à lui faire confiance dès le départ, en préférant se ranger sur des vieux systèmes de comptage avec toutes les problématiques que cela implique, puisqu'il y a un problème de reproductibilité interjuge, c'est-à-dire que le cadre A va compter les cas dans les services d'une certaine manière, puis le cadre B va compter d'une autre manière, et puis il ne va pas forcément compter à la même heure de la journée. Donc, voilà. C'est en tout cas une réflexion que j'ai sur la donnée, sur notre retour d'expérience locale, qui fait que notre DPI était là, il était performant, mais on a eu du mal à lui faire confiance. Puis, effectivement, avec le temps, on est enfin arrivé à se baser sur une planche de pilotage, enfin des indicateurs de pilotage basés sur le DPI qui nous ont permis d'avoir, en tout cas, une vision temps réel avec une nécessité de consolider l'info, mais une vision, en tout cas, des données de qualité qui remontaient à partir du DPI. Sur ensuite le lien avec le DMP et avec la ville, et je dirais l'interopérabilité du système, nous, on n'a pas fait sortir enfin, on a fait sortir peu de données de l'hôpital, mis à part celles qui devaient remonter aux agences d'État, et également des données qui étaient demandées par notamment les ARS sur des données patients ou des informations qui étaient demandées par les ARS. Mais très tôt, en tout cas nous, ça a été notre rôle de médecin d'information médicale pendant la crise, très tôt, on a quand même vraiment verrouillé ce qu'on faisait sortir. Parce que le patient Covid, enfin les patients qui ont eu le Covid, se devaient d'avoir le même respect du secret médical qui était appliqué aux autres. Même si cette pathologie a pu faire oublier parfois un certain nombre de règles, on a essayé de rester vigilant quant aux données qui sortaient de chez nous, parce que je pense qu'on s'en apercevra plus tard, on s'apercevra plus tard de cela, mais je pense qu'il y a eu aussi derrière un vrai stigma du patient Covid, c'est-à-dire que plus personne n'en veut. Une fois qu'on est fléché Covid, peu importe le fait qu'on soit à 27 jours cliniquement entre guillemets guéri, mais derrière c'est quand même très compliqué pour être accepté ou retourner en EHPAD. Donc ça a posé un certain nombre de questions. Donc sur l'interopérabilité, on avait notre SI, on s'en est servi pour faire des indicateurs. On a relayé l'information à d'autres acteurs de manière plus classique, c'est-à-dire via un envoi de listing sécurisé, crypté avec mot de passe. Mais au-delà de ça, il y avait pas forcément de besoin non plus. Là, on est aujourd'hui à 8-10 semaines depuis le début de la crise et du confinement.
Donc il n'y avait pas forcément peut-être un besoin prégnant de retour de la ville pour le moment sur l'hôpital, même si ces questions maintenant vont se poser. Qu'est-ce qu'on met en place comme communication, notamment avec la ville, sur les patients notamment qui ont eu le Covid. La communication, pour moi, est vraiment l'enjeu majeur dans la gestion de crise. La communication entre les acteurs et, d'autre part, le fait de disposer d'un référentiel scientifique solide à un moment T. On voit que c'est ce qui a essayé, c'est ce que l'État a essayé de faire. Et je pense que les sociétés savantes ont fourni un travail incroyable, tant les sociétés savantes que le Haut Conseil de la santé publique et également le Conseil scientifique. Je pense que beaucoup d'acteurs ont vraiment produit un travail de qualité en très peu de temps et avec toutes les difficultés de produire des recommandations en temps réel sur une pathologie qu'on ne connaissait pas il y a 6 mois. Et ça, je pense que moi, en tout cas, je le vois de manière très positive. C'est-à-dire que je me dis, ce qui a été fait est quand même est un bel exploit parce que sur une pathologie qui n'était pas connue il y a 6 mois, on a réussi à produire un grand nombre des connaissances de qualité variable. Ça, c'est l'un des problèmes de cette crise, c'est que beaucoup de publications, mais de qualité très hétérogène, qui rendent du coup difficile, qui rendait difficile le fait d'établir des recommandations strictes et non variables dans le temps. Donc, en tout cas, vraiment, le paramètre, ce qui aurait pu améliorer la gestion de crise, c'est l'efficience de communication entre les acteurs et l'existence de recommandations peut-être plus solides ou plus claires. Mais c'était difficile de le demander sur une pathologie, encore une fois, méconnue et avec un état de l'art et un état de la science qui était malheureusement très parcellaire. Alors, il y a 2 choses. Il y a d'une part les fake news sur les réseaux sociaux. Alors, à la limite, c'est pas... finalement, c'est un autre problème. C'est un problème plus sociétal, les fake news, j'ai envie de dire. Ce qui diffuse sur Facebook, finalement, peut induire une pression sur les praticiens, mais n'est pas normalement... ne va pas forcément guider leur pratique. Même si, et on le verra, il y a quand même le cas très particulier dans cette crise du débat enflammé français et mondial sur l'hydroxychloroquine. Donc, en tous les cas, pour revenir à la question, je pense qu'il y a un rôle majeur des éditeurs de produire une information synthétisée et en tout cas peut-être avec des scores de qualité. C'est peut-être ce qui a manqué. C'est que beaucoup ont fait un travail formidable. Il y a eu beaucoup de plateformes, Clinical Care en est une, d'autres ont créé des centres Covid. Les grandes revues ont créé des onglets spéciaux sur le Covid. ResearchGate a créé une section spéciale Covid. Donc, tout le monde a essayé de créer vraiment une zone où on retrouvait toute la production liée au Covid qui a été déposée. Maintenant, il a manqué, je pense qu'on a manqué de temps pour la qualifier. C'est-à-dire qu'il y avait dedans des bonnes, des mauvaises études, des études très discutables et qui méritaient de ne pas forcément être interprétées au pied de la lettre, sans forcément parler de l'étude qui pose un certain nombre de questions aujourd'hui et qui finalement, j'espère, ne desservira pas le débat scientifique autour de la question de fond qui est l'efficacité ou pas d'un traitement. Donc, je pense qu'il y a un rôle majeur de l'éditeur dans le fait de proposer des éléments de synthèse avec une certaine qualification et un certain niveau de confiance à accorder aux connaissances proposées. Donc, je pense que, en tout cas, je pense que c'est un rôle majeur de la part des éditeurs que de proposer cela. Je dirais le premier point, une capacité,
en tout cas, cet épisode a montré une capacité d'organisation et de réaction majeure, très positive, et vraiment se dire que la manière dont le système a réagi montre sa très grande qualité, même s'il y a des points positifs, des points négatifs, on peut en dire, on pourrait débattre des jours et des jours sur la manière dont le système de santé a réagi, mais je pense que le sentiment général, il est plutôt positif sur une capacité de réaction que je pense peu d'autres secteurs auraient pu avoir dans ce contexte. Le deuxième point à retenir, c'est il faut produire de l'information, mais il faut prendre le temps de consolider cette information. Et peut-être qu'on s'est leurré en pensant que nos systèmes d'information nous permettraient de faire du temps réel sans se poser vraiment la question de pourquoi est-ce qu'on voulait du temps réel. Et du coup, se poser la vraie question, c'est produire de la donnée, oui, mais consolider pour mieux compter et mieux pouvoir décider par la suite. Voilà. Et le troisième point qui serait plus général, c'est un point aussi positif sur l'effort notamment de recherche. C'est en tout cas de se dire que l'effort de recherche qui a été fait sur ces quelques semaines, sur ces quelques mois, est aussi très positif quant à notre capacité de réagir face à un problème et essayer de le résoudre, en tout cas de mieux le connaître pour à terme arriver à le résoudre.